Je suis Florent de Carolis, je suis administrateur des Vieilles Maisons Françaises depuis 2 ans. Avant de passer la parole à Arnaud, qui se présentera durant notre conversation, je voudrais vous rappeler que ce webinaire est organisé par le Club Crescendo des VMF et que le Club Crescendo a été créé en 2020 avec pour vocation de s'adresser spécifiquement aux personnes qui sont encore en activité et qui avaient émis le souhait au sein des Vieilles Maisons Françaises d'avoir des activités qui sont un petit peu plus adaptées à leurs contraintes, en particulier les horaires. C'est pour ça que ce webinaire n'a pas lieu pendant la journée, mais bien en début de soirée pour que tout le monde puisse y participer. Nous avons bien évidemment essayé dès tout début d'année de faire une grande soirée crescendo au Palais Vivienne qui malheureusement a été annulée à cause de la crise sanitaire du Covid. Et nous allons réitérer cette grande soirée dès que le contexte sanitaire nous le permettra. Comme je vous le disais, ce webinaire va s'organiser comme une conversation en 3 parties. D'abord, nous parlerons un petit peu de l'histoire de la soirée et comment la Maison Rose s'est créée en 1660. Ensuite, nous parlerons d'Arnaud, de son parcours et de comment il a été amené à reprendre la Maison Rose. Et enfin, nous ferons une partie sur les problématiques de la Maison Rose dans le XXIe siècle, puisque c'est un patrimoine vivant qu'aujourd'hui Arnaud fait vivre. Et donc, il va nous expliquer comment il fait, quelles sont les innovations qu'il met en place, tout en gardant l'excellence liée à un patrimoine d'artisanat d'art. En direct de l'atelier de la Maison Rose, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment la soie arrive finalement en Touraine et comment débute l'histoire passionnante de la Maison Rose? Alors, bonsoir à tous. Merci Florent pour cette invitation. Et en fait, je vais commencer à me fâcher avec certaines de des personnes connectées peut-être lorsqu'ils sont lyonnais. En fait, la capitale de la soie n'est pas Lyon, mais Tours. En 1470, Louis XI propose aux Lyonnais de créer la première manufacture de soie parce que le business de la soie coûte extrêmement cher à la cour. Et en fait, il propose aux Lyonnais de créer les premières manufactures et d'accueillir les premiers soyeux italiens à Lyon, ce que les Lyonnais vont refuser. Et en fait, par décret au château d'Amboise, Louis XI va accueillir la première manufacture au château de Plessis-les-Tours, donc qui était sa résidence royale à Tours. Et donc, les premiers soyeux arrivent à Tours et créent les premiers tissus. Donc, 50 à 100 ans avant que les Lyonnais reprennent le flambeau merveilleusement, puisque on a le souci à Tours de lancer beaucoup de choses et de se faire piquer tout par les Lyonnais. Donc, bravo les Lyonnais, s'il y en a ce soir. Mais en effet, 1470, l'histoire de la soie commence. Et 1660, Jean-Baptiste Rose, premier de la lignée des Roses, arrive à Tours, est soyeux et se marie avec une fille d'un soyeux tourangeau, sachant que cette période-là, entre 1470 et 1660, il y a à peu près 2/3 de la population de Tours qui travaille autour de la soie. Donc, c'est 15e siècle, l'arrivée de Louis XI avec les premiers soyeux. 16e siècle, la plantation des mûriers avec un pépiniériste dans un quartier de Tours qui s'appelle Saint-Symphorien. Et ce pépiniériste s'appelle Mathurin Lebert. Donc, je n'ai pas encore fait de recherche généalogique, mais semble-t-il, ou je vais tout faire pour que ça soit un descendant et de créer un lien entre Rose et Lebert et la famille Lebert, puisqu'on a participé à cette filière en plantant les mûriers, notamment au château d'Amboise, au château de la Bourdaissière, qui aujourd'hui est plus connu pour ses tomates. Mais la Bourdaissière était un endroit où il y avait beaucoup de plantations de mûriers. Donc, comme vous le savez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, voilà. Donc là, vous voyez sur l'écran le château de Plessis-les-Tours qui accueillit les premiers soyeux italiens. Et comme vous le savez peut-être, en fait, la sériciculture repose sur le fait d'alimenter les vers à soie avec les feuilles de mûrier.
Donc, en fait, une grosse proportion du territoire du Val-de-Loire et du Val-de-Cher, surtout, est plantée de mûriers avec beaucoup de magnaneries. Donc là, on voit un joli petit ver à soie, qui s'alimente de ces feuilles de mûrier. Donc ça, c'était postérieur à la culture dans les Cévennes, mais en effet, beaucoup de plantations de mûriers en Touraine, beaucoup de sériciculture d'élevage de de vers à soie, puisqu'en fait, les vers à soie s'alimentent de feuilles de mûrier, forment leur cocon, et on tire à peu près 1 kilomètre de fil de soie à partir de chacun de ces cocons. Donc voilà, c'est la population tourangelle a malheureusement aujourd'hui oublié cette histoire. On a replanté des mûriers au château d'Amboise pour faire le lien avec l'histoire de cette filière historique. Et on est en train de travailler sur des projets au château de Plessis-les-Tours pour amener les Tourangeaux et peut-être des visiteurs du Val-de-Loire à bien identifier cette région comme une région. On est aussi région gastronomique, mais on est aussi région de la soie. Donc voilà, il vient s'alimenter, il forme des cocons, on tire le fil de ces cocons. On cherche aujourd'hui des solutions pour faire en sorte que ce ver à soie ne soit pas tué, puisqu'on n'est pas très, on n'est pas très vegan. Donc ça, c'est un point que l'on évoquera tout à l'heure. Voilà, donc la famille Rose, par Jean-Baptiste Rose, arrive en 1660, se marie avec une première fille de Soyeux. Après, je ne connais pas l'histoire exactement. En tous les cas, voilà le beau portrait de Jean-Baptiste qui m'amène aujourd'hui, comme vous le constatez, à me faire pousser les cheveux. Alors, ce n'est pas seulement le confinement, mais c'est aussi pour ressembler un petit peu à Jean-Baptiste Rose, et qui va développer cette activité depuis 1660 jusqu'à aujourd'hui, avec 12 générations de la famille Rose, et la dernière génération avec Antoinette Rose, qui a repris la société au décès de son papa, Monsieur Jean Rose, d'où le nom Soieries Jean Rose, qui a été longuement le nom de l'entreprise. Et Antoinette a développé l'activité pendant 30 à 40 ans, toute seule, après le décès d'une crise cardiaque de Monsieur Rose. Donc voilà, donc c'est une longue lignée de Rose, qui fait de Rose aujourd'hui le plus vieux soyeux en France. Et on fait partie d'un club fermé qui s'appelle les Énochiens, qui recense 46 entreprises dans le monde, qui sont détenues par la même famille depuis plus de 200 ans. Donc les Énochiens ont accepté que je reste dans ce club provisoirement, puisque l'objectif pourrait que, voilà, on a toujours, je salarie Antoinette Rose, et c'est de faire en sorte que la continuité de cette entreprise passe aussi par la présence de la famille Rose. Ça, on va revenir sur justement cette passation. Sur l'histoire de la maison, Laure, peut-être on peut. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait à voir Arnaud, et je comprends en plus avec ce magnifique atelier qu'il y a derrière. Peut-être qu'on peut arrêter la présentation quelques minutes pour le reste de la conversation sur cette partie-là. Merci beaucoup. Sur la partie historique, qu'est-ce que la Maison Rose faisait exactement? C'est-à-dire que ces étoffes, elles étaient destinées à quoi et pour qui? Les châteaux, la cour. Encore dernièrement, enfin plus récemment, ça a été lorsque le pape est venu à Tours. On a tissé du tissu pour sa venue. Donc voilà, il y avait beaucoup et encore aujourd'hui, c'est une partie de notre activité de tisser sur mesure des tissus historiques de différents châteaux, ce qui nous a amené et ce qui nous amène encore à travailler avec la cour d'Angleterre, avec le sultanat d'Oman. Donc voilà, notre clientèle était historiquement sur cet aspect-là, et au fil des générations qui ont su travailler sur d'autres aspects, puisqu'en fait, il y a des périodes dans la vie de l'entreprise Rose où, bien sûr, l'entreprise a rencontré des difficultés, et on voit la façon dont certains membres de la famille a pu réagir et s'est lancé dans la fabrication de tapis.
Donc en fait, on a 360 ans et on a quelques centaines d'années d'archives, et notamment les archives de tapis que l'on va rechercher à développer à nouveau. Alors pas pour le fabriquer nous-mêmes, mais reproduire ces archives auprès de manufactures françaises et travailler sur des archives exceptionnelles, puisqu'en fait les tapis ont été créés en 1802, donc on a les tapis de cette période. Aujourd'hui, dans ce que vous fabriquez, on parlera des innovations, on parlera des nouveaux projets tout à l'heure dans la troisième partie. Est-ce que vous continuez à faire des modèles du passé? Est-ce que il y a des modèles de tissus qui ont résisté au temps finalement qui nous arrivent de 1760 ou de 1800 ou de 1700? Ou est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution va avec, enfin, c'est ce qui est normal pour le tissu, mais est-ce que finalement, vous êtes obligé de vous renouveler en permanence au sein de la Maison Rose, et ce, depuis le début de l'histoire de la maison? Alors, en fait, on est tenu par des contraintes techniques. Vous voyez les métiers qui sont derrière moi, qui ont pour certains une centaine d'années, mais on n'a plus de métiers à bras. On a des métiers jacquard, pour la plupart des métiers que l'on utilise. Et en fait, les métiers à bras permettaient d'avoir un certain nombre de motifs que l'on ne peut plus reproduire aujourd'hui. Enfin, j'ai pas de crainte à parler des gens qui font la même activité que nous, comme Tassinari ou Prel. Prel a certains métiers à bras qui lui permettent de reproduire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a pris le parti, depuis mon arrivée, de travailler sur la possibilité de reproduire ces motifs à partir d'autres techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un acteur important en Val-de-Loire qui fait des papiers peints à la planche. Donc, c'est d'avoir la possibilité de reproduire ces motifs à partir de tissus unis et de reproduire ces motifs à la planche, donc avec des procédés magiques. Si vous ne connaissez pas les ateliers Dauphard, il faut vraiment les découvrir. François-Xavier Richard a un talent incroyable. Et en fait, on est en train de travailler sur l'application de cette technique-là sur un tissu. Donc, ce qui nous permettrait de reproduire toutes nos archives à partir de cette technique. Je vois qu'il y a... Des questions? Je vois qu'il y a pas... Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'ai beaucoup de gens qui veulent absolument vous voir en plein écran. Ah oui, donc si c'est faisable, Laure, de mettre Arnaud en plein écran, ce sera avec grand plaisir. Je ne m'offusque pas du fait qu'on préfère vous voir que nous voir ensemble. Je ne vois pas de questions spécifiques sur l'histoire. Je rappelle simplement à tous ceux qui nous regardent que si vous avez des questions, si vous pensez à des questions un peu plus tard, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, si on ne peut pas y répondre maintenant, on y répondra au mieux et on les mettra en ligne en même temps que la vidéo sur la chaîne YouTube des VMF. Donc, et bien sûr, je me tiens à la disposition de tout le monde pour répondre à des questions. On n'est pas là, enfin, il y a quelque chose d'important. En fait, cette discussion de ce soir n'est pas liée au fait on n'est pas dans une démarche de faire du business. Voilà, on est là pour expliquer les choses. Ma démarche aujourd'hui, c'est de faire reconnaître ce savoir-faire présent à Tours, qui n'est pas suffisamment reconnu. Et en fait, aujourd'hui, c'est de le faire savoir. Donc, bien sûr, si ça peut déclencher des choses qui permettent de faire vivre ce savoir-faire avec un certain nombre de salariés qui, bien sûr, ne sont pas là ce soir, ou sinon on ne s'entendrait pas, parce que c'est ce qui m'a rendu amoureux de cette entreprise, le clac, 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 clac des métiers. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça aussi, si vous avez l'occasion de passer à Tours, après cette période de confinement que chacun d'entre nous vit du mieux qu'on peut, je pense que ça sera avec plaisir que l'on vous accueillera. Alors, j'ai deux questions. J'ai même trois questions, mais il y en a une, on va y répondre naturellement dans notre fil de discussion. J'ai une question un peu technique. Je crois comprendre que les fils de soie peuvent ou doivent être teintés. Quelles sont les méthodes? Alors, je sais que ce n'est pas vous qui vous occupez de la teinture de ça, mais est-ce que vous avez quelques éléments à apporter sur ce sujet? Alors, Antoinette Rose avait pris le parti, il y a quelques années, de développer sa propre teinturerie, puisqu'en fait, la plupart des teintureries sont soit en Italie. Historiquement, en fait, la filière de la soie passe par l'Italie. Donc, nos principaux fournisseurs aujourd'hui passent par l'Italie pour acheter de la soie venant la plupart du temps de Chine.
Et les teintureries sont principalement en Italie, là où il y a la matière. Donc, c'est plus intéressant économiquement de pouvoir faire travailler des teinturiers italiens. Mais nous, on a pris le parti aussi de développer des partenariats avec des teintureries en région Rhône-Alpes, près de Lyon. Et Antoinette avait pris la décision de développer sa propre teinturerie. On a arrêté cette activité-là parce que c'est un vrai métier et qu'il ne s'agit pas de se disperser dans tous les sens. Vous comprendrez peut-être au travers de la discussion qu'on aura tout à l'heure que j'ai tendance à faire beaucoup de choses et j'essaie de me concentrer sur des choses que je suis en capacité de faire. Mais aujourd'hui, on a une réflexion qui est mon engagement dans des matières nobles ou dans la filière végétale m'amène à réfléchir sur une petite teinturerie s'appuyant sur des pigments de couleur issus de déchets alimentaires d'origine végétale. Je pense que Alors ça, c'est l'innovation. Ça, voilà. Arnaud, on va en reparler en détail après. Je prends encore deux petites questions rapides sur la partie un peu historique, justement pour passer ensuite à ce qui vous a amené à reprendre la Maison Rose. Les cartons sont-ils protégés et ou monuments historiques? Alors, les cartons ne sont pas déposés, ne sont pas protégés. Je pense que c'est un vrai problème. Il y a quelques mois, j'ai pu croiser le député Philippe Huppé qui a écrit un rapport sur les métiers d'art et il a fait un certain nombre de textes, de propositions de loi. Et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai proposé que Rose soit un lieu laboratoire. C'est-à-dire que les politiques imaginent des textes. Nous, notre démarche, ça doit être d'essayer de voir si c'est applicable et ce que l'on peut en faire. Et un élément des métiers d'art, c'est de nous protéger. C'est de circonstance puisque j'ai été nominé au trophée 2020 de l'INPI, puisqu'en fait, on essaie de la protection des métiers d'art passe par la protection de nos savoir-faire, de nos marques et d'un certain nombre de choses. Et les cartons, aujourd'hui, c'est un vrai problème. La richesse de Rose repose sur ces cartons. Alors, il y a une partie d'archives qui sont des tissus. Donc, on a des archives tissus, mais les cartons sur lesquels on s'appuie, vous en devinez peut-être certains derrière moi dans les étagères, c'est les choses qui font la magie de Rose et de chacun des acteurs de ce secteur. Et en fait, on n'a pas de moyen de les protéger. On peut protéger des motifs, mais c'est beaucoup d'argent. Je pense que la meilleure façon de protéger les choses, c'est de faire les choses d'une façon excellente, avec un savoir-faire reconnu et de se faire connaître. Voilà. Donc, il faut être les premiers, les meilleurs. Et à partir de là, si des gens nous copient, bah, c'est qu'on a été identifié comme un acteur intéressant. Dernière question historique, puisque beaucoup de questions sur l'entreprise, donc ça tombe bien parce que c'est notre partie 2. Est-ce que vous travaillez ou la maison a déjà travaillé avec les Gobelins? Non. Je me doutais qu'une réponse rapide. Ouais, non, depuis, alors très rapidement, en fait, j'ai fait deux, trois conférences où les Gobelins et le Mobilier National m'a demandé d'intervenir puisque mon parcours leur paraît suffisamment original pour me faire intervenir, mais le directeur des Gobelins était présent et je lui dis mais pourquoi pas nous? Et on est en train d'y travailler. Donc peut-être bientôt nous aussi. On vous le souhaite. On va passer à la deuxième partie de notre conversation, justement sur votre parcours et ce qui vous a amené à reprendre l'entreprise et ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Alors, Arnaud, vous n'êtes pas soyeux. Voilà, vous n'êtes pas soyeux. Vous n'êtes pas un artisan du patrimoine vous-même. Donc, qui êtes-vous? Qui êtes-vous et pourquoi la Maison Rose? Alors, deux aspects. Un premier qui est lié à mon enfance, qui est que mon papa est artisan ébéniste. Et j'ai vite dérivé dans un mauvais côté qui est la publicité. Donc, je suis un ex-Young Rubicam, l'agence où travaillait dans les années 90 Frédéric Becbédé. Donc, oubliez le côté 99 francs. Si vous l'avez lu ou vu en film, oubliez cet aspect-là parce que vous allez faire le lien avec moi et ça sera catastrophique pour mon image. Mais j'ai travaillé dans cette agence, d'abord comme financier, et j'ai toujours été attaché au savoir-faire et au respect de gens qui avaient un talent, selon moi, incroyable et qui n'arrivaient pas à vivre de leur talent.
Le hasard de la vie m'a amené à rencontrer le champion du monde de la confiture. Voilà, pour X raisons, je me sentais redevable dans la vie. C'est-à-dire que je pense que de temps en temps, on fait des choses, ça marche bien pour nous, et il y a quelqu'un juste à côté qui n'a pas cette même chance. Et donc, j'ai voulu l'aider. Et ce champion du monde avait une situation, lorsque je l'ai connu il y a 4 ans, assez catastrophique. Et aujourd'hui, il fait les confitures, il est champion du monde de confiture, et il fait les confitures d'Anne-Sophie Pic, de Michalak, La Durée. On a ouvert le marché du Japon, de la Chine. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré dans cette notion d'accompagner des gens dans l'excellence et de défendre l'artisanat. C'est-à-dire qu'on défend beaucoup l'agriculture, on défend beaucoup de corporations, selon moi, pas assez l'artisanat. Mon papa gagne 700 € de retraite par mois. Je trouve ça catastrophique. Et donc, c'est de se dire comment on peut aider, par mon double cursus qui était marketing et financier, d'aider des gens qui sont dans ce domaine-là, et de le faire en se disant, le lien avec la confiture et ce que je fais aujourd'hui, c'est le végétal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une façon d'appréhender le produit de la confiture en ayant une parfaite connaissance de la diversité des variétés. Et aujourd'hui, mon fil conducteur, c'est travailler sur toutes les filières de valorisation des végétaux, donc dans la gastronomie. Outre le fait d'être associé avec Stéphane Perrotte, je suis associé avec le meilleur vin de France de glace, avec un artisan transformateur en jus, avec une petite distillerie. Et à partir de là, j'ai découvert que une liqueur n'avait pas le même goût, une confiture n'avait pas le même goût en fonction des variétés. Alors c'est bizarre de le découvrir à 50 ans, mais oui, j'ai découvert ça, qu'il y avait beaucoup de variétés. Donc le premier avec qui j'ai collaboré sur cet aspect, c'est Louis-Albert Debreuil, au travers de son conservatoire La Tomate. Et l'idée, c'est de développer des conservatoires dans des châteaux en Val-de-Loire, entre Orléans et Angers, et de préserver la diversité des variétés. Et une fois qu'on On a... va venir encore pour que vous nous fassiez aussi le lien entre pourquoi on parle de confiture de tomates et ensuite de soie. Et... Oui. Allez-y, allez. Non, non, mais c'est qu'en fait, tous ces aspects reposent sur le fait d'identifier les propriétés pour chacune de ces variétés de végétaux et de se dire qu'est-ce que l'on peut en faire. Alors facilement, on identifie l'utilisation que l'on peut faire d'un végétal dans un produit gastronomique. Mais j'ai découvert que chacun générait des déchets. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les déchets alimentaires d'origine végétale? On peut faire des pigments de couleur et donc de la peinture, de la teinture et de l'encre. Et puis après, je me suis aperçu qu'il y avait plein d'autres secteurs qui pouvaient s'appuyer dessus. Donc, j'ai créé un petit pôle cosmétique. Et puis, je me suis intéressé particulièrement à la collaboration avec des agriculteurs dans ce domaine. Donc, je suis associé avec l'AOP Tomates de France pour travailler sur des filières de valorisation de la tomate. Et dans ce cadre-là, chacun d'entre eux m'a dit, en fait, on jette des tonnes de feuilles. Qu'est-ce que l'on peut faire avec des feuilles, donc des pigments de couleur, et qu'est-ce que l'on peut faire avec la tige? Et là, en fait, j'ai travaillé avec un certain nombre de chercheurs pour dire comment on pourrait transformer cette tige en fibre, et donc en fibre textile. Voilà le cheminement. Le végétal, la fibre, et à partir de là, j'ai croisé Antoinette Rose, et je lui ai dit, écoutez, je pense que je pourrais créer une fibre textile issue de la tomate, est-ce qu'on pourrait la tisser? Et elle me dit, bon, non, parce que ça ne l'intéressait pas, je pense qu'elle avait d'autres problèmes à l'époque, mais assez rapidement, on s'est revus. Et quand on s'est revus, elle me dit, mais pourquoi pas? Le seul problème, c'est que je vais liquider la société. Elle était dans une situation extrêmement compliquée. Et donc, je suis rentré dans les locaux que vous voyez derrière. Et là, on est en quelle année, Arnaud? Juste on est en 2018. 2018. Et la société a été mise en liquidation début d'été 2018. Et j'ai repris l'entreprise le 1er août 2018. Voilà. Et la situation de l'entreprise à cette époque-là, c'est 500 000 € de chiffre d'affaires seulement, 12 salariés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la façon dont les choses se passent au tribunal. Moi, c'était la première fois que j'allais à la barre du tribunal de commerce. On m'a d'abord pris pour un fou parce que j'y connaissais rien. J'ai essayé d'expliquer justement le cheminement de ma pensée autour de la valorisation des végétaux. Mais comme j'étais le seul candidat, il n'avait pas d'autre choix que de m'accorder la reprise de cette entreprise. Alors, j'avais 2-3 atouts, mais ça s'est fait. Je me suis engagé à préserver l'ensemble des emplois parce que je pense que le savoir-faire, c'est le personnel. Il y a bien sûr le matériel, mais il y a surtout le personnel. Et un an après, le 1er août 2019, on fêtait notre premier million
Donc, on est passé de 500 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai embauché 2 personnes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on est en train de penser à la transmission des savoir-faire. Aujourd'hui, vous êtes combien? 14. Vous êtes 14. Voilà, nous sommes 14 et on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le Covid va bien sûr nous amener comme toutes les entreprises, à avoir une petite baisse de chiffre d'affaires, mais pas suffisamment forte pour nous inquiéter. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on travaille sur des développements et notamment quelque chose qui est que historiquement, la famille Rose, Monsieur Jean Rose, je ne sais pas les circonstances, je ne connais pas suffisamment l'histoire de la famille, mais a fait le choix de travailler pour des éditeurs. Donc en fait, les éditeurs nous font travailler, font fabriquer des tissus chez nous et revendent ces tissus sous leur marque. Et en fait, on dépendait trop souvent de ces éditeurs qui ont été même associés avec Antoinette Rose et qui a amené une situation conflictuelle qui a provoqué aussi cette situation de liquidation. Donc aujourd'hui, ça a été de se dire, développer, ne pas reposer notre business sur un seul éditeur, mais plusieurs, et 2, développer de plus en plus cette marque Rose, d'où j'apprécie énormément l'INPI qui nous a identifié comme un acteur qui pouvait recevoir un prix pour la marque Rose. Et l'objectif, en effet, c'est de devenir un acteur de la décoration d'intérieur sous notre propre marque et de faire de Rose un acteur identifié de la même façon que peut l'être Tassinari ou Prel en France ou Rubelli en Italie. Donc, si je reviens juste parce que je pense que ça, c'est un sujet intéressant et que pour les gens qui nous écoutent, puisqu'on est là pour parler d'un patrimoine vivant et aussi des difficultés qui peuvent arriver dans la gestion de ce patrimoine. La bonne nouvelle, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est que oui, il y a eu des difficultés. Oui, à un moment, le savoir-faire et la Maison Rose auraient pu disparaître. Mais d'abord, il y a des gens passionnés comme vous qui peuvent sauver, en tout cas essayer de sauver ces entreprises, et qu'aujourd'hui, l'expérience de la Maison Rose montre qu'en 2 ans, on arrive à refaire, à faire vivre ce patrimoine à nouveau. Donc, on n'est pas sur une problématique défaitiste qu'on pourrait avoir vis-à-vis des métiers d'art et de l'artisanat d'excellence d'art en se disant ce n'est plus à la mode, ce n'est plus rentable, ce n'est plus 21e siècle. Et l'histoire que vous nous proposez là, et on rentrera après dans les savoir-faire, l'excellence et l'innovation, mais voilà, je pense que c'est très intéressant. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Je me doute. Mais je pense que je ne veux pas non plus paraître trop optimiste par rapport à des tas de gens aujourd'hui qui sont en difficulté. On a eu de la chance, on a provoqué la chance. Je pense qu'il y avait un savoir-faire important chez Rose. Historiquement, d'autres entreprises de la soie étaient présentes, et notamment le Manac, qui a été racheté par l'entreprise de Pierre Frey. Tout a disparu, les métiers ont disparu. On est le dernier à Tours. Il n'y a plus les passementeries Bassereau que je suis en train de relancer parce qu'un de mes associés est membre de la famille Bassereau. Donc, on est en train de travailler sur le fait de relancer les passementeries Bassereau, de retrouver des archives et de retravailler sur ces notions-là. C'est pas simple. Le textile l'est encore moins. Mais je pense que si on est raisonnable tout en participant, vous parliez d'entreprises du patrimoine vivant, on a perdu ce label-là, puisque en fait, le label est lié à un numéro de SIRET, et lorsque vous liquidez, j'ai repris la société, l'actif, mais j'ai recréé une société. Donc j'ai perdu le label. Bien sûr qu'on va le retrouver, c'est-à-dire qu'on a candidaté pour le retrouver, mais le label EPV identifie les entreprises du patrimoine vivant qui doivent le rester en innovant. Et en fait, la plupart du temps, malheureusement, je trouve qu'on est surtout dans des entreprises du patrimoine mort. C'est-à-dire qu'en fait, on est ancré dans notre savoir-faire et on n'arrive pas suffisamment à innover. Donc ça, c'est ma démarche aujourd'hui, c'est d'amener ces entreprises à essayer d'apporter de l'innovation. C'est-à-dire qu'on peut détenir des savoir-faire d'exception et de se dire que tout ça doit être au service de l'innovation. Donc, c'est de travailler avec des chercheurs. Et donc, mon rôle, ce n'est pas d'aller tisser sur les métiers qui sont derrière moi, c'est de trouver des moyens d'innover dans chacun des aspects sur lesquels on travaille et peut-être même aussi de participer au fait d'aider mon voisin. C'est-à-dire que quand je parle de François-Xavier Richard,
l'atelier Dauphard qui fait des papiers peints, c'est comment travailler sur des pigments d'origine végétale issus de déchets alimentaires. Donc, comment donner du sens aussi à nos métiers? C'est-à-dire qu'on doit particulièrement être responsable de ce que l'on fait, globalement toutes les entreprises, mais particulièrement nous qui avons des savoir-faire d'exception. Je pense qu'il faut retrouver cette notion de responsabilité dans les matériaux que l'on utilise et de se dire que ce que l'on fait doit être exceptionnel, mais aussi avec le sens dans lequel on est actuellement à notre période. Je pense qu'il faut faire particulièrement attention et je pense que c'est ce dans quoi Rose doit être s'engager et c'est ce pourquoi je me bats. Donc je pense que cette innovation participe à faire parler de nous un petit peu et de faire en sorte que lorsque je suis arrivé, on n'avait aucun appel entrant et qu'aujourd'hui, juste avec une page Internet où il n'y a rien aujourd'hui parce que 2 ans, ça paraît très long, mais c'est très court pour mettre en place une stratégie et de voir ce vers quoi on veut emmener Rose. On a à peu près 15 à 20 demandes de catalogue de nos présentations par semaine, ce qui est énorme. Et on a des appels entrants, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, les efforts que l'on fait, et on est encore pas bon, c'est-à-dire que c'était notre 360e anniversaire en 2020, et malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu faire grand-chose. Donc, c'est des choses où on a besoin d'être identifiés. Et nos prescripteurs, que sont les décorateurs, les architectes d'intérieur, les tapissiers, comment être identifiés auprès d'eux? Alors, rapidement, je fais très vite, Florent, je vous promets. Allez-y. Historiquement, on a fourni des tissus pour le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et donc, m'est venue l'idée de créer le prix Rose, qui allait récompenser les décorateurs de cinéma et les ensembliers. Donc pendant le confinement, le premier confinement, j'ai réuni un jury avec Jean-Michel Wilmotte, Isabelle Giordano, Anne Sebel qui était la décoratrice du film Marie-Antoinette de Sofia, et on a fait un jury et on a déterminé le film, l'ensemblier et le décorateur du film de l'année 2019. On aurait souhaité pouvoir l'annoncer en 2020, on n'a pas pu le faire. Donc on va faire une cérémonie en 2021 pour récompenser les films 2019 et 2020, parce qu'on a eu très peu, et de soutenir ce métier qui est très compliqué. Mais tout ça se fait aussi par le vote des tapissiers, des architectes d'intérieur, des architectes, des décorateurs que l'on a identifiés en France au travers de syndicats ou d'associations professionnelles. Et ça, en fait, ça nous a fait identifier, et on a là encore des appels entrants qui disent « Génial ce que vous faites, vous aidez une corporation », et donc voilà le soutien que l'on peut avoir par nos démarches. Donc, par rapport, encore une fois, à la partie innovation que vous avez commencé à évoquer, on va aller sur des exemples. Il y a pas mal de personnes qui demandent à ce qu'on présente vos produits. On va montrer quelques images. Laure, on va montrer quelques images. Malheureusement, Arnaud ne peut pas tout nous montrer là. En revanche, voilà, il va nous montrer un petit peu à la caméra. Voilà, en fait, on ne voit pas grand-chose sur… voilà les aspects traditionnels que Rose tisse depuis des centaines d'années, des soieries de ce type. Alors, je ne sais pas si à l'écran, on voit très bien les motifs et les différentes choses que l'on peut… on voit les différentes couleurs, on voit les motifs. Voilà. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça c'est particulièrement des tissus que l'on retrouve par exemple au château de Villandry. Donc voilà, où il y a eu le château de Champchevrier aussi, fait partie des châteaux qui ont beaucoup d'archives, et même des archives de chez Rose que l'on n'a même pas préservées dans cette entreprise. En fait, il y a aussi un élément où je trouve que les métiers d'art historiques qui sont détenus par des familles depuis très longtemps n'ont pas conscience de la richesse de leurs archives et n'en ont pas pris soin. Aujourd'hui, je dois avoir quelques centaines de kilos d'archives. Il va falloir les inventorier, les préserver et faire attention pour pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, c'est pas suffisamment quelque chose qui est ancré parce que c'est aussi beaucoup de moyens financiers, mais je pense qu'il est important de faire attention à nos archives. Au-delà des archives, sur le savoir-faire, comment aujourd'hui vous faites en sorte que ce savoir-faire vivant soit transmis? Vous m'expliquiez, je crois qu'il n'y a pas de formation précise pour la soierie.
Comment est-ce qu'aujourd'hui vous recrutez et comment vous faites en sorte que vos salariés gardent ce savoir-faire? Alors, la moyenne d'âge des salariés de chez Rose, c'est la mienne, c'est un peu plus de 50 ans. Donc, ces prochaines années, et ça commence l'année prochaine, on a les premiers départs à la retraite. Donc, c'est de la formation, identifier des profils de tapissiers, tapissières, couturières. La plupart ont une formation de couturière. Donc, c'est d'identifier des profils de ce type-là et de les former en interne. C'est-à-dire que ça fait partie des choses évoquées par Philippe Huppé dans son rapport, c'est de faire en sorte que nos entreprises soient des lieux de formation. Donc, et ce temps accordé à la transmission de nos savoir-faire, on doit trouver des solutions pour l'accompagner. Donc ça, c'est ce que on est en train de mettre en place. La première année chez Rose, ça a été plutôt d'intégrer des designers textiles. Donc j'ai recruté une apprentie ingénieure textile de l'Insight à Roubaix. Voilà. En fait, il faut de la connaissance, ce que l'on n'avait pas suffisamment, et ça passe par la jeunesse. Selon moi, faut recruter très tôt des gens très jeunes et de pouvoir les former et de leur donner une situation, une capacité d'évolution dans l'entreprise. Donc, c'est pour les tisseuses, lourdisseuses, etc., c'est intégrer des bons profils qui ont envie de travailler dans des entreprises telles que les nôtres. C'est toujours très difficile de rendre séduisantes nos entreprises. J'essaie aujourd'hui de jouer la carte de nous avons 360 ans, on a une histoire aussi belle, peut-être voire plus, que Hermès ou Vuitton. On a une très jolie marque, qu'est-ce que l'on peut en faire? Donc, il faut donner envie, la fierté des femmes aujourd'hui chez Rose, puisqu'on a 99% de femmes. On a juste une personne qui gère la réparation des métiers qui s'appelle Eric. C'est d'avoir la fierté de travailler dans une entreprise de ce type-là. Je pense qu'il n'y avait pas cet aspect-là encore lorsque avant que j'arrive. Aujourd'hui, il y a la fierté de porter les couleurs roses, de me dire, tiens, on a vu que la marque rose était utilisée par quelqu'un d'autre en lisant les magazines, ou la fierté de nous voir présents dans les médias. Voilà. Donc, il y a désormais oui, une forme de fierté de faire partie de cette entreprise. Et il faut faire perdurer ça. Il y a une question que j'ai vue qui a été posée, on n'a pas répondu, et pourtant elle est toute simple et évidente, mais vous êtes placé où? Où vous trouvez-vous exactement? Où est l'atelier qu'on voit derrière vous? Si ce n'est pas secret. Non, il n'y a rien de secret chez nous. Enfin, si, il y a plein de choses secrètes, mais ça, on n'en parle pas. Donc là, je suis au milieu de l'atelier, devant les métiers à tisser. Il y a une partie, alors je peux faire circuler, où là, en fait, vous voyez sur cette partie-là, la partie de l'ourdissoir, qui est la phase pratiquement la plus importante, qui permet de créer la chaîne. Vous voyez la partie métallique qui est, j'allais le montrer avec le doigt, mais c'est donc là, ici. Je peux faire la météo désormais à la télé. Monsieur de Carolis, peut-être, va me faire rentrer sur la télé. Mais en fait, ça, c'est la création de la chaîne. Et en fait, l'ourdissoir permet de préparer cette chaîne. Donc, la nature du fil, la résistance du fil, la bonne teinture, on voit tout à ce moment-là précis de la phase de préparation. Et ensuite, cette chaîne vient s'appliquer sur les métiers à tisser qui sont là derrière moi. Alors, désolé si ça bouge, hein, voilà. Et donc, ensuite, les canettes permettent de travailler sur la trame avec des couleurs qui forment les motifs que vous avez vus. Et si vous voyez là, donc une partie des cartons avec les métiers jacquard qui sont là. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le début de l'informatique, puisque c'est un trou, pas de trou. Donc, le fil passe ou le fil ne passe pas avec les armures. Donc, moi, c'est ce qui m'a passionné et c'est ce qui me passionne de plus en plus, parce que ce métier-là du textile est un moyen mathématique incroyable d'optimiser des choses, de créer des motifs nouveaux avec des chaînes communes. Et en fait, je me passionne pour ce métier. Quand j'ai rencontré Patrick Frey, il m'a dit, t'es dingue, pourquoi t'es rentré dans ce métier? Tu vas y mourir. Ben, peut-être que je vais y mourir, mais je me passionne et j'adorerais mourir dans la soie.
On, C'était nul comme c'était nul, j'admets. on vous souhaite que ce soit le plus tardivement possible, en tout cas, que ce soit dans la soirée le plus tardivement possible. Je vérifie juste au niveau des questions, si on a des questions sur l'entreprise et sur le savoir-faire en lui-même. Avant de partir sur la dernière partie, sur l'innovation, dont on a déjà un peu évoqué les choses, mais on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que quand je parlais de la localisation de l'atelier, il y a aussi des personnes qui s'interrogent sur où est-ce que vous êtes au niveau géographique, en fait. Est-ce que vous êtes où par rapport à Tours, peut-être? Alors, on est installé à Saint-Avertin, c'est-à-dire que historiquement, on était à Tours, rue d'Entraigues, historiquement, au début de cette entreprise, puis à côté à La Riche. Et aujourd'hui, on est à Saint-Avertin, atelier construit par Monsieur Jean Rose. On a un deuxième atelier de production à une quarantaine de minutes de là. C'était la belle période de Rose, puisqu'il y a eu 30, 40 salariés. Et aujourd'hui, on est en train de remettre tout à Saint-Avertin, parce que voilà, économiquement, c'est pas viable. Donc, de rapatrier tous les métiers à Saint-Avertin avec le personnel qui va avec. Donc, donc Saint-Avertin qui est juste à côté dans la métropole de Tours. Dernière question pour cette partie. On demande de préciser ce qu'est un éditeur. Un éditeur. Voilà. Un éditeur, c'est celui qui gagne beaucoup d'argent au détriment d'une entreprise comme la nôtre. Non. En fait, c'est un peu ça, mais ce n'est pas tout à fait ça, puisque c'est quelqu'un qui prend le risque d'acheter du stock, de faire du stock pour pouvoir le vendre à ses clients. Pierre Frey, c'est un peu son activité. Il achète du tissu à des fabricants tels que nous. La première commande que j'ai eue lorsque je suis arrivé chez Rose, quand j'ai repris Rose, c'est Pierre Frey. Alors, c'est le hasard. Il n'a pas recommandé depuis, mais c'est bien dommage. S'il entend, je veux bien qu'il repasse commande chez nous. Mais c'est d'acheter des longs métrages sur des tissus qui lui sont spécifiques. Et donc, il prend un risque financier important en achetant beaucoup de stock. Nous, le seul problème, c'est qu'on a développé un savoir-faire sans pouvoir le vendre sous notre propre marque. Donc, aujourd'hui, c'est ce sur quoi on travaille, dans le fait de dire on peut continuer à travailler pour des éditeurs en fabriquant des tissus pour eux. Mais ces éditeurs ont des showrooms. Alors, on travaille beaucoup avec des éditeurs en Angleterre et aux États-Unis. Et là, aujourd'hui, on est en train de travailler avec des éditeurs sur le Proche-Orient. Voilà. Donc, je ne sais pas si mon explication était claire, mais c'est des gens qui investissent des longs métrages pour les revendre à leurs clients sur leur propre marque. Non, mais c'est très clair. Au moins, ça permet de resituer par rapport à l'explication que vous avez donnée. Beaucoup de gens qui veulent vraiment voir vos créations. Donc, je rappelle, peut-être, Arnaud, qu'on peut aller sur votre site internet. Oui, alors c'est désolé par avance de ce que vous allez découvrir, puisque c'est une simple page d'accueil. Vous avez un formulaire qui vous permet que vous remplissez, et on vous envoie le lendemain ou le surlendemain la présentation de toute notre collection, format papier, et en fonction des choix et des choses que vous aimeriez voir, bien sûr, on vous envoie des tirelles, donc c'est des petits échantillons qui vous permettent de toucher et de voir les différents coloris sur lesquels que l'on peut vous proposer. Donc, je le rappellerai encore à la fin de la conférence. Maisonrose.fr, tout attaché, rose avec un Z et .fr. Voilà. Ou arnaud@maisonrose.fr. Mais c'est en effet, j'ai pas développé de site internet, puisqu'en fait, il m'a fallu 2 ans pour réfléchir à ce que je voulais faire de Rose. Et c'est désormais clair, mais je voulais pas faire un site internet pour faire un site internet. Je pense que l'excellence amène à ce que si on fait quelque chose, on doit le faire parfaitement. Et pour l'instant, j'étais pas suffisamment précis dans ce que je voulais en faire. Alors justement, puisque vous avez mis 2 ans à savoir ce que vous vouliez faire avec la Maison Rose, quel est l'avenir de la Maison Rose? Qu'est-ce que vous développez et quelle est cette innovation qui est si importante pour vous aujourd'hui dans la Maison Rose? Alors, pour reprendre les éléments que j'évoquais tout à l'heure sur les entreprises du patrimoine vivant, en fait, souvent, on considère que EPV, c'est un label de distinction.
Sauf que ce label a été créé, c'est une création de l'État pour amener des crédits d'impôt pour innover. Donc, ce n'était pas du tout un label qui avait vocation à se faire connaître auprès du grand public pour identifier des entreprises de savoir-faire d'exception. C'était avant tout un avantage fiscal pour innover dans ces entreprises. Sauf que, comme tout ce que l'on fait en France de temps en temps, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et puis on le transforme, puis après on est déçu de la transformation puisqu'on n'a pas de moyens financiers pour faire connaître ce label EPV. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est les rapprochements de différentes entités en France font que entre l'INMA, l'Institut national des métiers d'art, voilà, il y a des associations qui se réunissent pour essayer de donner de la lisibilité à tout ça. En fait, l'idée, ça serait de pouvoir rendre compatible le fait de refaire un élément de promotion de nos savoir-faire, mais toujours un élément d'innovation parce que notre savoir-faire doit absolument évoluer vers d'autres choses en permanence. Il y a un institut, Cara et avec Carnot, qui sont des bras armés de l'État pour aider le luxe et nos savoir-faire, qui est, si on ne développe pas d'innovation, je pense qu'on disparaîtra. D'autres pays le font très bien, sans les citer. Bien sûr, les Chinois peuvent nous rattraper, voire être meilleurs que nous dans cette notion de savoir-faire, et c'est pas du tout qu'ils ne détiennent pas un savoir-faire et qu'ils viennent nous copier, c'est qu'ils ont un savoir-faire d'exception. Le savoir-faire n'est pas seulement français, il est italien, il est allemand, il est anglais, il est chinois, il est japonais, et ils ont des savoir-faire d'exception, et il faut qu'on défende ces savoir-faire-là, et ça passe par l'innovation. Donc aujourd'hui, Rose a une démarche, bien sûr, si je devais présenter la façon dont on oriente Rose aujourd'hui, c'est bien sûr ancré dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on a 360 ans d'histoire, donc c'est ce que j'appelle l'héritage, donc c'est les soieries Jean Rose, c'est les tapis 1802, c'est les passements Tribassereau, donc des éléments très historiques et très ancrés dans notre patrimoine. Et puis après, c'est comment innover à partir de tous ces éléments-là. Donc on a innové sur, vous l'avez compris, mon fil rouge dans toutes mes activités, c'est le végétal. Donc c'est de... Excusez-moi, je coupe Arnaud pour que Laure puisse nous remontrer 2 dernières photos de votre présentation. Je pense que ça parlera un peu à tout le monde. Allez-y. Donc, ouais, donc c'est voilà, celui-ci. Donc c'est un tissu que l'on a sur lequel on a travaillé qui permet de travailler sur des motifs extrêmement simples qui représentent, selon nous, on s'est appuyé sur la forme des jardins des châteaux des Val-de-Loire. Et tout ça s'appuie sur des fibres végétales. Alors là, on est sur un 100% soie. Et ce qui m'amène à chaque fois que l'on va vendre 1 mètre de tissu, de replanter un mûrier en Val-de-Loire. Mais on travaille sur le lin, sur le chanvre, sur le bambou, sur la tomate. En fait, c'est un support tissu qui va nous amener à travailler sur différentes fibres végétales. Ça, c'est un élément de recherche. Bien sûr que la fibre issue de la tomate n'existe pas aujourd'hui. On a travaillé sur la transformation de cette tige en fibre. Cette prochaine année, c'est de transformer cette fibre en fibre textile. Donc voilà, ça, c'est le développement sur lequel on travaille. Et les petites boîtes que vous voyez à droite, ce sont des pigments issus de tomates. Le vert de la feuille et les 2 autres couleurs à l'arrière sont liées à des pigments venant de variétés de tomates différentes. Donc c'est sur ces pigments-là que l'on va s'appuyer pour teindre nos tissus, enfin les fibres textiles, puisque ce n'est pas les tissus que l'on imprime, que l'on teint, mais c'est bien le fil que l'on teint. Donc on va s'appuyer sur ce genre de pigments. Donc c'est une collection qui s'appelle Jardin des Simples, sur lequel on veut vraiment montrer notre engagement autour du végétal, et le plus souvent, pas seulement sur le végétal en tant que végétal, mais plutôt l'invendu, le déchet, le rebut, parce que je considère que le végétal sert d'abord à alimenter les hommes et les animaux, et puis s'il en reste, pourquoi pas pour en faire d'autres choses. Donc c'est d'aller dans l'innovation à chacun des aspects. Vous voyez cœur de couleur sur le slide. En fait, j'ai pris des parts dans une petite start-up qui transforme les déchets alimentaires en pigments de couleur. Donc on veut le développer dans cette gamme de tissus. Donc ça, c'est le premier engagement que l'on a, c'est autour du végétal.
Le second, dans lequel on veut ancrer vraiment Rose, c'est que le textile est l'une des industries les plus polluantes dans le monde. Qu'est-ce que l'on peut faire à notre petit niveau? C'est de participer au... Alors, on a utilisé un terme dans le slide de upcycling. J'aime pas tellement ce terme-là. Mon associé, qui est prof à l'École des Mines et aux Arts décoratifs de Paris, parle de supercyclage. C'est-à-dire que notre démarche, c'est de faire un tout petit peu, là encore, humblement, ce que fait Hermès avec petit h. C'est comment revaloriser des déchets, des rebuts, de soie, de cuir, de cristal. Et un exemple que l'on vous montre là, c'est-à-dire qu'on a fabriqué un tapis de selle à partir d'un tissu que l'on ne pouvait pas vendre parce qu'il avait quelques petits défauts. Donc, on a matelassé ce tapis de selle. Le rembourrage s'est fait avec nos chutes de fil de soie. Comme vous voyez, j'ai une chevelure importante et abondante. Et donc, il y a aussi par jeu, on a mis des cheveux et du crin de cheval. Donc, voilà, c'est comment à chaque fois participer à des choses. Et ce tapis de sel a été identifié et on a été invité à l'exposition du Made in France à l'Élysée. Donc, on a représenté la région Centre-Val de Loire au travers de ce tapis de sel. Ça, c'est un des exemples sur lesquels on travaille, mais dans l'upcycling et le supercyclage, on a par exemple travaillé sur une innovation qui amène à ce que nos fils de soie, je dois avoir quelques tonnes de fils de soie, de déchets que l'on jetait avant la reprise de l'entreprise. Aujourd'hui, ça s'appelle la poubelle Arnaud, c'est-à-dire que rien n'est jeté. Et qu'est-ce que l'on peut faire avec le fil de soie? Aujourd'hui, on l'utilise dans le renfort de béton pour en faire un béton armé, puisqu'en fait, le fil de soie est un fil qui est torsadé et donc qui rend la fibre résistante. Et on a trouvé le procédé pour que certains de nos tissus ayant des défauts, de faire absorber en surface le béton, les fibres textiles par le béton. Donc en fait, on retrouve en surface les fils de soie. Donc on a un béton armé décoratif. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille. On travaille des centres de recherche sur le béton, on travaille avec Chimie Paris Tech, Agro Paris Tech, l'École des Mines, les arts décoratifs, parce qu'en fait, c'est ces éléments-là qui doivent nous permettre de sortir du lot, parce qu'en fait, Rose, l'objectif, c'est d'ancrer Rose, pas seulement dans le tissu, comme vous l'avez compris, je veux aller aussi dans la passementerie, dans le tapis, mais aussi de travailler sur le fait de devenir un acteur de la décoration d'intérieur. C'est-à-dire que j'ai déposé la marque La Vie en Rose, parce qu'en effet, c'est comment imaginer la vie en rose grâce à nos produits et à nos engagements. C'est-à-dire que la vie en rose, ce n'est pas seulement des produits que l'on pourrait fabriquer, mais des produits identifiés de manufacture française ou autre, et de pouvoir développer une gamme de produits qui permettent à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, d'avoir un élément de décoration rose dans son intérieur. Parfait. Voilà. Écoutez, en plus, quasiment dans les temps, puisqu'il est 20h30. Parfait. Il y a encore beaucoup de choses à dire, puisque j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec Arnaud et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la Maison Rose, sur le développement. Mais on va essayer de garder ça dans cette heure pour que tout le monde puisse repartir, soit dîner pour ceux qui n'ont pas encore dîné, soit profiter de leur soirée. Je vais finir sur les quelques questions qui restent. Question très pratique. Quel est le métrage minimum que vous fabriquez pour une commande? Alors, très intéressés. Quand on travaille pour un éditeur, il fait son stock, donc on a des métrages minimums qui varient en fonction des références de tissu et de la qualité du tissu. Ça peut être entre 60 et 150 mètres. Quand on travaille sur nos propres collections, là, on est sur le stock. Donc, en fait, si quelqu'un nous demande 1 mètre, on doit pouvoir fournir 1 mètre. Alors, avant de regarder les dernières questions, parce que je ne voudrais pas que les gens nous quittent avant d'avoir cette information, j'ai Claire-Lise, Arnaud, vous nous confirmerez, le Club Crescendo aimerait beaucoup organiser une visite de la Maison Rose. Et on serait ravis de venir vous voir pour continuer cette discussion et que les gens puissent voir ce bel atelier en vrai. Donc,
on espère que les conditions sanitaires nous le permettent en 2021 et qu'on puisse organiser ça dans les bonnes conditions. Je suis sûr qu'il y a eu déjà des demandes là dans les gens qui nous ont écoutés ce soir. Donc, Mais avec plaisir. En fait, c'était quelque chose qui n'était pas culturellement accepté chez Rose jusqu'à présent. Et je veux ouvrir cet atelier, pas seulement pour être... on accueille des enfants. L'idée, c'est de créer des vocations. C'est-à-dire que quand je vois un petit gamin qui a de 10 ans, qui regarde les métiers, qui entend les métiers et qui a les yeux qui brillent, ben, c'est comme moi en 2018, quand je suis arrivé là, j'avais les yeux qui brillaient en me disant, ça ne peut pas s'arrêter. Donc, si on peut créer des vocations ou susciter un intérêt pour que... En fait, ce soir, c'est aussi de faire de chacun d'entre vous des ambassadeurs de Rose. C'est-à-dire que si vous pouvez en parler autour de vous, c'est d'identifier cette entreprise qui a 360 ans. C'est-à-dire que dans ces clubs des Enochiens, il y a des entreprises japonaises, anglaises, italiennes, parce qu'on est rempli de savoir-faire, d'exception. Et qu'en fait, on ne peut pas laisser des entreprises comme ça. Et je ne demande pas à ce que ce soir, il y ait des bons de commande qui tombent. Hein. C'est vraiment faire en sorte qu'on puisse en parler parce que on est trop peu connu. Et si vous voulez venir chez Rose, alors c'est vrai que le confinement ne permet pas en ce moment, mais on n'organisait pas de visites. On commence à mettre en place des visites. On n'est pas organisé. Enfin, vous voyez, les allées sont très peu larges. C'est pas, donc on fait des sessions de visite à 10 maximum. Parce qu'en effet, c'est lorsque les métiers tournent, au-delà de 10, on ne s'entend plus non plus. C'est-à-dire qu'autant que ce soit aussi une visite qualitative. Donc, on prend soin de passer du temps. Mais en tout cas, on organisera ça avec Crescendo et donc toutes les personnes qui sont là avec nous. Vous êtes bienvenus. Les bienvenus. De la suite. Question très pratique. Est-ce que vous avez pu maintenir l'activité des ateliers malgré le Covid et dans les mêmes conditions? On a un atelier qui est suffisamment grand pour que chacun des salariés soit distant les uns des autres. Premier confinement, on a continué à travailler. On a bénéficié un tout petit peu de chômage partiel. Deuxième confinement, là, tout le monde porte le masque. Je pense que tout le monde a peur. On a des gens autour de nous qui peuvent avoir le Covid et donc on craint vraiment ça et tout le monde a le masque. Donc on a continué, on n'a pas fermé l'entreprise. On bénéficie un tout petit peu du chômage partiel. Et nous, en fait, on a un décalage entre les commandes et la production de 2-3 mois. Donc, en fait, c'est le début du premier confinement. On n'a rien senti, on a continué à travailler. La fin du premier confinement, là, on a ressenti une baisse des commandes parce que nos commandes sont 80% de notre chiffre d'affaires est à l'international. L'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis principalement. Et là, forcément, les décisions gouvernementales, on les subit de plein fouet lorsque tout ça arrive. Donc, on a une petite baisse d'activité. Là, on a à nouveau une augmentation de notre activité parce que les commandes sont venues juste après le premier confinement. Donc, on va faire une petite année, mais l'année 2021 s'engage plutôt bien puisque on est en train de signer pour être représenté aux États-Unis dans plusieurs showrooms, là sous la marque Rose. On va probablement être présent au Proche-Orient, dans tous les États des Émirats. Et là, on travaille beaucoup avec la Russie pour être représenté en Russie. Donc ça, c'était mes 3 objectifs sur 2020 qui vont être normalement opérationnels en 2021. Donc, il n'y a pas véritablement de baisse d'activité. On met les masques et on continue à travailler. Eh bien, on vous souhaite, comme à nous tous, que le confinement s'arrête le plus rapidement possible et qu'on puisse reprendre une vie presque normale rapidement. Merci Arnaud. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Je remercie Laure qui était à la manœuvre technique, Claire-Lise Duvivier qui a organisé aussi ce webinaire et puis toute l'équipe de Crescendo. Et je vous dis très bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Prenez soin de vous.